Tout d'abord, ça, vous avez déjà vu cette carte tout à l'heure. C'est un peu petit, mais on se rend bien compte en regardant cette carte de la densité des câbles. Et là, on a sur cette carte que les câbles qui sont en service. Donc il y en a quelques centaines, effectivement, avec des zones préférentielles, quelques grands axes, plutôt horizontaux, et quelques axes verticaux également, qui servent à alimenter les grands axes est-ouest. Donc on se rend compte ici, ça donne une idée du volume, hein. Et certains des éléments sur ce slide-là, vous en avez déjà entendu parler aussi pendant la journée. Le trafic Internet et le trafic de télécom en général, le trafic international passe dans une très grande majorité par les câbles sous-marins. Beaucoup de kilomètres de câbles, ce qu'on voit sur la carte ici. Et ce que quelques présentateurs précédents, et en particulier Hervé juste avant, ont développé, quelles sont les raisons pour lesquelles ces réseaux continuent à se développer, quelle est la demande sous-jacente. Alors on a parlé du développement des clouds et donc des data centers, on a parlé des applis en ligne, on a parlé du streaming, on a parlé de réalité virtuelle, réalité augmentée. La 5G, ça paraît plus prosaïque, mais le développement de la 5G avec sa grande bande passante pour chaque utilisateur va générer de grands besoins en bande passante internationale. Et tout ça se traduit pour nous les industriels, hein, en une demande extrêmement forte de nouveaux systèmes sous-marins. Ça veut dire qu'il faut qu'on mette à niveau la capacité de nos outils industriels, aussi bien dans les usines que le nombre de bateaux. Donc Didier d'Orange Marine et nous, enfin en Europe, donc nous sommes les deux qui sommes les plus sollicités sur ce sujet-là. Un point qui a été abordé très brièvement tout à l'heure à travers une question, mais pour nous c'est vraiment quelque chose qui change assez fondamentalement le business case des projets sous-marins. C'est que, vous l'avez entendu plusieurs fois et je vais y revenir après, les GAFAM sont des grands donneurs d'ordre de notre industrie aujourd'hui et à la différence des opérateurs wholesale, c'est-à-dire de marché de gros, auparavant, eux, ils utilisent la capacité pour leurs propres besoins. Alors que les opérateurs, ils construisent un système dans l'idée de revendre la capacité à tous les utilisateurs, d'autres opérateurs plus petits, voire des entreprises, etc. Donc c'est quand même assez différent en termes de dynamique et de construction de business case des nouveaux projets. Un petit point sur lequel je vais revenir aussi après sur la différence entre câbles et satellites. J'ai essayé de résumer avec des chiffres très lapidaires la différence fondamentale entre les deux supports qui ont été en concurrence pendant des années, hein, un peu le jeu du chat et de la souris, mais maintenant ça fait une vingtaine d'années qu'il n'y a plus de vraie compétition. Ils n'adressent vraiment pas les mêmes usages. Le câble, c'est pour le transport des gros volumes et le satellite, c'est pour l'accès des utilisateurs au réseau mondial. En plus, il y a quelques aspects connexes comme la durée de vie et la fiabilité qui sont assez différents puisque les câbles sous-marins sont construits pour 25 ans et certains durent plus longtemps. Les satellites, eux, ils sont construits ou ils sont designés par définition pour une durée de vie beaucoup plus courte. Ça dépend essentiellement du carburant qu'ils sont capables d'embarquer. Qu'est-ce qui a changé fondamentalement dans notre marché et qu'est-ce qui détermine la taille ou le volume des besoins et le volume du trafic? Auparavant, je dis auparavant, hier, c'était même avant-hier, hein, c'était, on va dire, il y a une vingtaine d'années, c'était les réseaux, comme je crois que Rénal tout à l'heure en a parlé, on parlait de circuits téléphoniques pour déterminer la capacité d'un réseau, le nombre de circuits téléphoniques, parce que c'était des gens qui se téléphonaient. Après, il y a eu la visioconférence, mais à bas débit, très saccadé, comme vous l'avez tous connu il y a une vingtaine d'années. Les emails, ça c'est un trafic en termes de volume qui n'est pas très gros normalement. Et puis la navigation Internet. Ça c'était le réseau d'avant, c'est-à-dire d'il y a une vingtaine d'années. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On a des usages multiples en termes de réseau. L'Internet, c'est un support, mais qui sert à transporter plein de choses complètement différentes. Donc j'ai mis quelques exemples. L'email toujours, la voix sur IP, donc, il n'y a plus de téléphone au sens à l'ancienne, les applis, streaming, jeux en ligne, etc. Pour ceux qui ont des ados à la maison, vous savez que la bande passante est une denrée très chère en domestique. Ensuite, les clouds, les data centers. Hervé a donné quelques exemples très concrets en disant si je multiplie par 3 le nombre de data centers, ça va multiplier par 9 ou 10 le trafic nécessaire pour interconnecter tout ça. Et puis les machines, toutes les entreprises, tous les particuliers, etc. Il y a plein de machines maintenant qui sont connectées, qui ont une adresse IP et qui communiquent entre elles. Ça génère plus ou moins de données, mais c'est forcément en croissance.
et ça sera en croissance très rapide dans les années qui viennent pour des applications qu'on n'imagine même sans doute pas encore aujourd'hui. Donc, le résumé que j'en fais, c'est que avant, le volume, il était déterminé par le nombre de personnes, la démographie. Donc on disait il y a 6-7 milliards de personnes sur Terre, donc ça génère potentiellement tel trafic. Aujourd'hui, ce n'est plus le sujet. Le sujet, c'est combien de machines vont communiquer entre elles. Et là, ça peut être une croissance exponentielle pendant encore pas mal d'années. Alors évidemment, la technologie suit, mais quand même, ça crée une demande qui est en croissance beaucoup plus rapide qu'auparavant. On a parlé aussi, j'ai entendu pendant la journée parler de cyclicité de notre marché. Donc là, voilà, je suis remonté assez loin, au début de la fibre optique, donc en 86. Donc voilà le volume du marché des câbles sous-marins au cours des, alors ça fait quoi, 35 dernières années. Et j'ai mis en gris ce qu'on imagine pour les quelques années qui viennent. Alors on voit effectivement de façon très très nette des cycles. Hein. Alors j'ai essayé de les regrouper par période. Hein. Donc la première période, évidemment, c'était le monde d'avant, c'est-à-dire avant 96. Pourquoi ? Parce qu'il y avait ce que j'appelle l'ancien monde, mais qu'est-ce qui s'est passé en 96 ? La déréglementation dans le monde entier qui a créé qui a donné naissance à de nouveaux opérateurs dans tous les pays pratiquement. Avant, il y avait un opérateur par pays, qui était souvent étatique et monopolistique. Et à partir de 96, ça s'est déréglementé dans pratiquement tous les pays du monde. Plusieurs opérateurs qui ont généré plus de besoins, plus de concurrence, plus de besoins de réseau, etc. Et donc, ça a créé cette bulle qu'on a vue jusqu'à l'année 2000-2001, qu'on appelait la bulle des télécoms, dont tout le monde sait qu'elle a éclaté en 2000-2001, et qui a créé un marasme dramatique dans notre industrie pendant 4-5 ans, où vous pouvez voir que le volume de trafic, enfin de commandes, pardon, le volume de systèmes construits est tombé à quasiment zéro par rapport à, on avait un marché à 6 milliards en 99-2000, et il est tombé à, ça doit faire quoi, 300 millions pendant 2-3 ans. Donc évidemment, les entreprises ont souffert pendant cette période-là. Puis après, le marché s'est petit à petit rétabli, et on a eu un nouveau cycle avec un pic en 2008, un nouveau petit cycle avec un pic en 2011, et maintenant, depuis 2013-14, on est dans une période où on ne voit plus vraiment de cycle. Et pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette période-là ? C'est ce que j'ai mis en vert au-dessus. C'est l'arrivée des GAFAM sur le marché, qui sont montés en puissance petit à petit, puisqu'en 2014, leur impact était encore relativement faible. Mais maintenant, effectivement, c'est l'acteur sans doute dominant du marché. Et ça, je vais en parler dans le slide d'après. Mais la grande question qu'on se pose tous maintenant, c'est est-ce qu'on est sur un haut de cycle avec une catastrophe similaire à celle des années 2000 qui nous attend, ou est-ce qu'au contraire, les besoins tels qu'ils sont exprimés, il y a des fondamentaux sous-jacents qui sont vraiment solides, hein, et donc ces besoins vont continuer à s'exprimer, à se développer, pas forcément avec une croissance exponentielle sur le volume du marché, mais au moins une stabilité sur le volume du marché qui correspond à une croissance rapide des besoins et une croissance rapide de la technologie pour y répondre. Ce qui nous donne donc un volume de marché qui est à peu près stable. C'est une sorte de consensus des analystes de marché aujourd'hui, c'est que la technologie va augmenter à peu près aussi vite que le besoin et que donc le marché va rester stabilisé aux alentours de... Alors là, on l'a représenté aux alentours de 4 milliards. Bon, ça sera peut-être 3,5, ça sera peut-être 4,5. Mais c'est une vue relativement, on va dire, conservatrice par rapport à un certain nombre d'analyses de marché que j'ai vues qui se basent sur une analyse des besoins en trafic où on voit des croissances potentiellement beaucoup plus fortes que ça. Maintenant, nous, industriels, on a toujours un peu de mal à y croire, donc on reste un petit peu prudent sur la planification parce que ce sont des investissements colossaux qu'il faudrait faire si le marché doublait encore. Donc on n'en est pas là pour l'instant. Mais on pense que ça va rester stable. Voilà, donc ensuite la structure du marché, juste pour terminer sur ce slide. Donc au départ, c'était essentiellement des opérateurs. Dans les années 95-2000, on a vu apparaître ce qu'on appelle des carriers, c'est-à-dire des entités qui construisaient des réseaux pour revendre la capacité à des opérateurs. Tout ça s'est écroulé au début des années 2000, donc, avec l'explosion de la bulle. Et donc après, les opérateurs de télécom sont restés les seuls acteurs du marché pendant une quinzaine d'années de nouveau. Et depuis 2014-15, maintenant, on a un mélange entre les GAFAM en première position, les opérateurs de télécom, et puis des entrepreneurs privés. Alors la question a été posée tout à l'heure, est-ce qu'il peut exister des câbles développés exclusivement par des opérateurs, des entités privées? Alors oui, il y a des entrepreneurs qui construisent des systèmes, et bien sûr, après, ils essayent de revendre leur capacité, soit avant l'achèvement du système, soit après,
à d'autres entités, des opérateurs et même les GAFAM qui, dans certains cas, rejoignent en deuxième rideau. Pour illustrer la proportion, puisqu'on se pose tous cette question-là, donc le marché tel qu'on le voit aujourd'hui, le marché se partage entre des projets qui sont drivés par les OTT. OTT, c'est l'autre appellation des GAFAM. Ça veut dire over the top. Donc à peu près 60% des projets sont drivés par les OTT aujourd'hui, ce qui est considérable comparé à ce qu'on avait avant. Des consortiums d'opérateurs classiques, il y en a toujours, ils n'ont pas disparu, mais ça représente 20, quelquefois 30%. Et puis des systèmes privés, par exemple Awaiki est un système privé, représente à peu près 20% du marché. Donc si on regarde la proportion des GAFAM, voilà comment elle a évolué de 2014-15, qui étaient vraiment les débuts, à aujourd'hui, on est aux alentours de 60-70% de projets qui sont drivés par les GAFAM. Donc évidemment, ils sont donneurs d'ordre, ils sont technical leaders, ils définissent ce que sera le marché de demain. Donc aujourd'hui, on a eu une présentation d'Hervé Facebook. L'autre grand acteur, évidemment, c'est Google. Et après, les autres, Apple, Microsoft, Amazon, sont un petit peu en retrait. Donc on a vraiment deux qui drivent l'essentiel du marché, Meta et Google. L'évolution technologique, vous avez déjà vu quelques slides du même style dans les présentations précédentes. Donc je ne vais pas redétailler les raisons ou les évolutions technologiques qui ont permis d'augmenter la capacité. Je vais simplement montrer le résultat en termes de chiffres. En 30 ans, on a multiplié la capacité des systèmes par 160 000. Et tout ça, ça sert à faire quoi? À transporter des gros volumes de données, ce que j'appelle moi les autoroutes. Alors, on dit les autoroutes de l'information, mais les câbles sous-marins sont les autoroutes de l'Internet. Par comparaison, on entend beaucoup parler de satellites. Donc là, j'ai recensé, c'est peut-être pas une liste tout à fait exhaustive, mais les constellations qui sont très à la mode aujourd'hui, il y en a pas mal en construction. Il y en a des vieilles, mais qui étaient relativement petites en nombre de satellites. Et puis les trois dernières, OneWeb, Starlink et le projet de Kuiper d'Amazon, enfin en cours, prévoient de lancer des milliers de satellites en orbite, mais alors pour des coûts considérables, puisqu'on parle d'investissements de plusieurs milliards de dollars, mais à la fin, la capacité globale du réseau, c'est difficile de comparer ça à la capacité d'un système sous-marin. Le système sous-marin, c'est du point à point, alors que là, c'est du multipoint. Donc la capacité d'une liaison élémentaire dans ces constellations, elle est finalement assez faible, parce qu'on parle de servir vers les gens qui se connectent au réseau satellitaire, de la bande passante de type Internet large bande, donc 50 mégas, 100 mégas. Typiquement, ce qu'on a en Fiber to the Home, donc quand la fibre chez vous, c'est 100, 200, 300 mégas, c'est ce genre de capacités qui sont servies par ces constellations. Alors que les systèmes sous-marins, ils transportent aujourd'hui 300 téra. Donc on ne parle pas du tout de la même chose. Donc c'est pour ça que moi j'appelle ça les départementales, comparées aux systèmes sous-marins qui sont les autoroutes. Donc il faut vraiment, on va dire, tordre le cou une bonne fois pour toutes à ce sujet de la concurrence entre satellites et câbles sous-marins. Il n'y a pas de concurrence, ce n'est pas le même usage. Ok. Alors ensuite, une autre petite considération intéressante sur le coût des liaisons et le coût de la capacité. Donc ce qu'on observe, le coût de construction d'un système, alors on a dit c'est assez stable, effectivement, il n'y a pas des ordres de grandeur d'écart, mais grosso modo, sur une vingtaine d'années, on constate que le coût de construction d'un système sous-marin longue distance a à peu près été divisé par deux. Puisqu'un transatlantique, typiquement, c'était 250 millions pour un câble simple, pour traverser en 2000. Et aujourd'hui, pour un câble à 8 paires, c'est de l'ordre de 120 millions. Alors maintenant, évidemment, on est monté sur des câbles à beaucoup plus de paires, donc ça coûte de nouveau plus cher. Mais pour des câbles de capacité équivalente, ça a été divisé par deux. Transpacifique, à peu près pareil. Dans le même temps, on a multiplié, alors là c'est sur 20 ans et plus sur 30 ans, que la comparaison que j'ai faite là, on a multiplié la capacité des systèmes par 1000. Donc conclusion, le coût de la capacité en bits par seconde par kilomètre a été divisé par plus de 2000. C'est ça qui permet finalement de servir les besoins croissants en termes de trafic sans que le coût devienne prohibitif, parce qu'en même temps, la technologie progresse très vite. Une autre considération importante pour le développement du marché, c'est l'innovation, on en a déjà parlé abondamment, mais l'autre caractéristique vraiment essentielle, c'est la fiabilité des systèmes. Il faut que les systèmes fonctionnent pendant 25 ans au moins, avec un nombre de pannes dues aux équipements immergés et aux câbles le plus faible possible.
Typiquement, l'ordre de grandeur qui est demandé dans les spécifications, c'est pas plus d'une panne liée intrinsèquement au système sur 25 ans pour un transatlantique. Après, il y a plein d'autres raisons pour faire des réparations de câbles, mais qui sont dues à des interventions externes, des coupures de câbles par des angles, des chaluts, etc. Mais des réparations de système dues au système lui-même, il y en a extrêmement peu, et c'est une des caractéristiques qui font que finalement, il y a très peu de constructeurs, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, qui ont réussi à développer la fiabilité et le background nécessaire pour prouver aux futurs clients que ce qu'on construit sera fiable pendant 25 ans. C'est pour ça que vous avez vu dans une des présentations du début de journée que finalement, il y a aujourd'hui 4 gros constructeurs, enfin 3 gros, un qui voudrait devenir gros, et puis quelques petits. Voilà. Donc, si j'essaye de résumer les défis auxquels nous sommes confrontés, la pérennité du volume du marché, donc j'en ai déjà parlé. Moi, je suis convaincu que le volume va rester stable pendant un certain nombre d'années, mais personne ne peut en être absolument certain, évidemment. La course à l'armement technologique, puisque ça va toujours plus vite que ce que les industriels voudraient. Donc Olivier, notre directeur R&D, il n'a pas encore beaucoup de cheveux blancs, mais il va forcément en avoir de plus en plus. Parce que la technologie avance très très vite. Effectivement, le nombre de paires de fibres dans les systèmes a augmenté très vite dans les dernières années, beaucoup plus que sur les 15 ou 20 années précédentes. Est-ce qu'on saura répondre à la demande? Jusqu'à présent, oui. On a fait des investissements massifs, et nos concurrents aussi, en termes de capacité industrielle, en termes de nombre de bateaux. Donc il y a un certain nombre de nouveaux bateaux qui arrivent sur le marché, chez Orange, chez nous et chez d'autres, cette année et l'année prochaine. Si ça continue à augmenter, est-ce qu'il faudra investir encore plus? On verra. Pour l'instant, on est dimensionné pour répondre à peu près à la demande telle que je l'ai présentée dans les slides précédents. La géopolitique, on ne sait pas quel sera l'impact sur le marché. Pour l'instant, il y a un facteur qu'on connaît bien, c'est le conflit Chine-US. Ça nous aide quelque part, puisque pour l'instant, HMN, le concurrent chinois, ne peut pas accéder à tous les marchés. Après, il y a d'autres raisons politiques qui peuvent engendrer des perturbations sur le marché. Par exemple, on entend parler de temps en temps de déréglementation aussi au niveau des OTT, puisqu'ils sont devenus très gros, très puissants. Donc, pour l'instant, ce sont les gros donneurs d'ordre de l'industrie. Si jamais il se passait quelque chose qui affecte leur capacité d'investissement, peut-être que ça changerait la dynamique du marché. On n'en est pas là, mais à surveiller quand même. Et puis enfin, un nouveau point dont on n'a pas beaucoup parlé pour l'instant, mais ça introduit la présentation que Olivier va faire juste après moi, sur les nouvelles applications sur lesquelles on travaille. Donc il y a une prise de conscience de plus en plus forte dans le monde des besoins de considération environnementale et du fait que toute notre industrie doit d'une part servir les besoins environnementaux, ça veut dire par exemple comment on peut contribuer à la meilleure compréhension des changements climatiques, mais aussi à développer des opérations plus respectueuses de l'environnement, ce qu'on appelle la vertification, greenification en anglais, de notre industrie. Donc on y travaille sur les bateaux, sur comment on fabrique, etc. Donc là, si je résume tous les secteurs sur lesquels nous intervenons, donc les télécoms, c'est ça dont on a parlé essentiellement aujourd'hui. Il y a une autre activité liée à l'activité sous-marine et à nos métiers, à nos cœurs de métier. Alors, ce n'est pas des télécoms, mais malgré tout, c'est une activité importante pour ASN et quelques autres de nos concurrents. C'est tout ce qu'on peut faire pour les opérateurs oil and gas qui ont des plateformes en mer et il faut les connecter. Ils ont des champs pétroliers en mer, il faut les surveiller ou les monitorer, etc. Donc, on a pas mal de technologies connexes aux technologies cœur de métier qui sont celles des télécoms qui se développent assez rapidement. Défense et sécurité, là aussi, c'est connexe. Pour l'instant, c'est encore en devenir, mais c'est amené à se développer de plus en plus. Il y a des technologies qui peuvent être utilisées utilement pour protéger ou surveiller des actifs stratégiques. Changement climatique, c'est le sujet que je viens juste de toucher juste avant, dont Olivier va parler un petit peu plus en détail. Et puis enfin, il y a tout ce qui est service, c'est-à-dire une fois que les systèmes sont en service, comment on les opère, comment on les maintient, comment on mesure leur niveau de qualité, comment on s'assure qu'ils fonctionnent toujours au meilleur de leur capacité, et pour assurer à la fin la disponibilité requise par les opérateurs, les GAFAM et autres qui veulent des 99,999% de disponibilité, qui sont obtenus bien sûr par de la redondance physique, c'est-à-dire en multipliant les routes, mais aussi par une meilleure gestion du réseau dans son ensemble.